Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Vous serez tout à l'heure dans le cortège parisien en cette journée de mobilisation syndicale. Vous allez nous dire quelles sont vos priorités sur le budget, ce que vous direz au Premier ministre demain à Matignon. On va revenir sur vos ambitions aussi, alors que vous sortez un peu plus du bois dans votre livre qui vient de paraître, Demain, si tout va bien, chez Albin Michel. Mais d'abord, on écoute une ouvrière de Sablé-sur-Sarthe au micro de Julie-Marie Lecomte. Elle a fait grève le 18 septembre, mais pas cette fois-ci. Perso, moi, l'autre fois, ça m'a pas dérangé, mais je vais pas la faire tout le temps non plus, parce qu'à la longue, il y a des factures à payer. La mobilisation aujourd'hui s'annonce plus faible que la dernière. Ça va être plus difficile de peser, Marine Tondelier ? Alors déjà, je voulais apporter mon soutien à tous les salariés de Radio France qui font grève ce matin, ce pourquoi nous sommes à la radio et pas à la télé. Exactement. Mais c'est pour la bonne cause, et apporter mon soutien à toutes les personnes qui s'apprêtent à faire grève en France, parce que l'ouvrière de Sablé-sur-Sarthe a raison. Faire grève, ça a un coût que tout le monde ne peut pas assumer, et je sais quel sacrifice c'est, mais je sais aussi pourquoi on le fait, pour combattre pour nos droits, pour combattre pour notre dignité. Et celles et ceux qui feront grève aujourd'hui le feront aussi, comme moi je manifesterai tout à l'heure, au nom de celles et ceux qui n'en ont plus la force ou pas les moyens. C'est ça aussi la solidarité du mouvement syndical et politique d'aujourd'hui. C'est moins de pression potentiellement pour vous ? Écoutez, vous voyez bien que de toute façon, ils ont décidé de ne rien écouter. On va aller voir Monsieur Le Cornu vendredi matin. Alors, on va aller s'expliquer avec lui. On va aller s'expliquer au nom des Français. C'est vendredi matin, d'accord. Oui, Est-ce que vous allez lui dire, on vous censure ou on vous donne une dernière chance ? Mais écoutez, moi, je ne comprends toujours pas ce qu'il a à nous dire pour qu'on ne le censure pas. Donc les choses sont simples. Les Français faudrait-il qu'il vous dise pour que vous ne le censuriez pas ? Les Français ont voté pour quelque chose de simple, une cohabitation. Pour ceux qui n'ont pas compris, du genre Emmanuel Macron, ça veut dire que le Premier ministre doit être d'un bord politique différent du président de la République. Et lui, il a commencé par nommer Michel Barnier, quelqu'un d'un autre parti que le sien, puis François Bayrou, quelqu'un du même parti que le sien, mais soutien depuis 2017, et maintenant quelqu'un de son parti. Il essaye même pas de partir de proche et puis d'élargir au fur et à mesure pour ça marche par lui. Il fait l'inverse, à tel point qu'on se demande s'il doit nommer quelqu'un après Monsieur Le Cornu, est-ce qu'il se nommera lui-même ou Brigitte Macron. On ne sait pas comment il fera plus proche de lui que Sébastien Le Cornu. Mais Sébastien Le Cornu, on va le rencontrer nous la semaine dernière. Il nous dit, moi ça va être moderne, ça va être la rupture, ça va être un dialogue transparent. Bon, on se dit, on attend, écoutez, bon courage. Quel compromis êtes-vous prêt à faire puisqu'on n'est pas assis à votre place où on devrait être, mais à la nôtre, c'est-à-dire de l'autre côté de la table dans ce rendez-vous, c'est de vous dont on attend des gestes. Voici nos propositions. La justice fiscale et sociale, évidemment, de l'ambition écologiste, alors que le gouvernement précédent a fait 43 reculs environnementaux majeurs. Ce n'est pas les écologistes qui perdent, c'est vous toutes et tous, c'est votre santé, c'est la qualité de l'eau que vous buvez, de l'air que vous respirez, de ce que vous mangez. Oui. On a parlé aussi du Mercosur, parce que les agriculteurs, dont les macronistes avaient promis d'être à leur côté, sont lâchés en race campagne en ce moment. On a parlé culture, on a parlé de plein de choses. Est-ce que vous êtes seul au Parlement, ou est-ce que vous êtes prête à faire des compromis ? Parce que vous parlez peut-être un peu comme si vous étiez seul, il va falloir se mettre d'accord, non ? Monsieur Le Cornu, au premier rendez-vous, nous dit, vous voyez, moi, je suis Premier ministre et j'ai compris une chose que mes prédécesseurs n'avaient pas compris. J'ai compris que nous n'avions plus 350 députés et donc je ne vais pas faire comme si j'étais majoritaire à l'Assemblée. Et vous ? Est-ce que vous faites comme si vous étiez majoritaire ? Et que fait-il dans son interview du Parisien ? Un exemple sur la taxe Zuckman, par exemple. Oui. Sébastien Le Cornu a fermé la porte à la taxe Zuckman au retour de l'ISF, mais il n'écarte pas une taxation sur les plus riches. Matignon réfléchit. Est-ce qu'une taxe sur les plus riches qui ne s'appelle pas taxe Zuckman ni ISF, ça pourrait vous convenir ? Alors, juste, vous me demandez est-ce que je suis prête à faire des compromis. Je rappelle quand même que le fait de ne pas être à Matignon ou dans aucun des ministères pour quiconque de gauche et écologiste est non même pas un compromis, mais un sacrifice énorme que nous n'avons pas choisi, que nous subissons. Et donc, partant de là, peut-être que le geste suivant ne doit pas être fait par la gauche et les écologistes, ainsi que tous nos électeurs qui ont été volés de leurs élections. Vous avez le pouvoir de le censurer, donc sur quoi vous ne le censurez pas ? On en revient à la question. Sur la taxe Zuckman, les choses sont claires. On a 1800 personnes en France qui devraient payer une taxe qui rapporterait 25 milliards aux Français pour nos services publics, pour la transition écologique et pour la justice sociale. Il faut quand même rappeler que les 500 plus riches de ce pays ont vu leur fortune multipliée par 14 depuis 30 ans. Leur fortune multipliée par 14. Pendant ce temps-là, nous sommes arrivés aujourd'hui tranquillement à 9,8 millions de pauvres, dont tout le monde se fout, surtout au gouvernement, qui n'ont jamais été aussi nombreux depuis 30 ans. Qu'est-ce que vous demandez concrètement ? Qu'est-ce que vous demandez concrètement en termes de mesures, de décrets, de loi ? Nous demandons que le patrimoine des personnes qui ont plus de 100 millions d'euros, c'est-à-dire pas beaucoup de monde parmi vos auditeurs normalement, soit imposé à 2%. Oui, mais comment ils vont faire, ces pauvres riches ? Est-ce qu'ils vont vraiment avoir envie de le payer ? Personne ne s'est préoccupé de comment ils allaient ressentir cette mesure. Mais est-ce que les personnes qui nous disent ça se sont posé la question quand on a baissé de 5 € les APL, brutalement les aides au logement pour tout le monde? Est-ce que ces personnes ont dit mais comment vont le vivre les pauvres et les chômeurs quand on a réformé l'assurance chômage?
personne ne s'est posé la question. Vous êtes encore sur la taxe Zuckman et ils vous ont déjà dit non. Donc qu'est-ce que vous proposez la taxe Zuckman. Et quand j'entends dire on va faire un compromis, on va proposer un petit truc, le truc qu'ils veulent nous proposer est ce que le gouvernement Bayrou nous avait proposé en janvier. Monsieur Lombard, Madame Montchalin s'étaient engagés lors d'un rendez-vous à Bercy et ils ne l'ont pas fait. Donc le compromis d'aujourd'hui, Madame Lambré, ça ne peut pas être la promesse qu'on nous a faite il y a des mois et qui n'a pas été respectée. Et surtout, un compromis qui fait un rendement de 2 milliards d'euros. Donc c'est taxe Zuckman ou rien. Je ne vois pas, Madame Lambré, après qu'on nous ait rebattu les oreilles, qu'il y avait 44 milliards de déficit, de déficit à combler, leur bilan, je ne vois pas... Non, mais maintenant, vous ne me laissez pas répondre. On a un gouvernement qui nous a dit le navire, tout ça, la voie d'eau, tout va couler, c'est horrible, il y a une dette, un déficit. Il faut trouver de l'argent. Et qui nous dit, vous avez une taxe qui propose 25 milliards par an, et nous, on a un compromis à 2 milliards par an. Je ne comprends pas comment, même dans la rationalité du discours macroniste, tout cela boucle. Non, justement, il y a plusieurs pistes. Donc les Mozart de la finance, c'est plutôt des Castafiore en ce moment, et donc on va essayer de rester sur une partition qui sauve la France. Il y a plusieurs pistes sur la table, plusieurs hausses de la fiscalité sur les plus hauts revenus ou sur les entreprises. Au total, ça pourrait rapporter plus que l'ancienne ISF. Non, mais si jamais c'était le cas, à ce moment-là, peut-être que vous pourriez accepter cette alternative. On y croit tous. Vous n'y croyez pas. Sur les retraites, Sébastien Lecornu a écrit aux syndicats hier pour leur annoncer qu'il comptait reprendre des avancées issues du conclave. Il s'y engage. Le projet de budget de la sécurité sociale... Vous voyez que ça sert à quelque chose de manifester quand même et de censurer les gouvernements? Très bien. Donc ça, c'est un bon point. Il reprendra dans le budget de la sécurité sociale. J'attends de voir. Une mesure je ne crois qui vise que ce que je vois parce que je les connais par cœur. Donc vous doutez. On parle d'une mesure qui vise à améliorer la pension des femmes qui ont eu des enfants. Donc ça va dans le bon sens. C'est bien pour vous? Ou vous demandez toujours l'abrogation, c'est un début de rétablissement de justice sociale qui forcément est dû aux femmes qui représentent plus de 50% de la population. Mais je rappelle quand même que Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, a supprimé des critères de pénibilité, comme le port de charges lourdes, comme les mécaniques vibratoires, comme les postures pénibles, et aussi l'exposition aux produits chimiques, et que ça aussi, ça doit être rétabli, ça fait partie du non négociable. Autre question majeure, la hausse des salaires. Aujourd'hui, sur 100 € versés par l'employeur, 54 € seulement terminent sur le compte du salarié, alors qu'en 1990, c'était plutôt 60 €. L'exécutif veut redonner du pouvoir d'achat, concrètement en augmentant le net, par exemple en baissant la CSG, ce qui est une vieille revendication du Parti socialiste. Est-ce que vous, en tant que chef des écologistes, vous applaudissez cette envie ? Alors, je ne sais pas si tout le monde a compris ce que vous avez expliqué, parce que c'est quand même très technique. Donc, vous parlez de 1990. Pourquoi? Parce qu'en 1991, la CSG, la contribution sociale généralisée, a été instaurée. Et donc, la CSG, c'est 9,2% sur votre salaire, mais aussi sur vos revenus financiers en banque, sur votre retraite, sur votre allocation chômage. Il faut quand même savoir ce que ça finance, la CSG. J'ai entendu Mme Evren, les Républicains, dans un débat lundi soir, me dire « la CSG finance l'assistanat ». Alors, pour Mme Evren, qu'est-ce que l'assistanat? C'est donc tout ce que finance la CSG. La CSG finance une partie des retraites, finance l'assurance maladie. Donc, tous les gens ici qui ont une carte vitale et qui s'en servent sont donc des assistés pour la droite, plus évidemment les allocations familiales. Mais donc, vous ne voulez pas la baisser pour augmenter le salaire net? Moi, ce que je vois juste, c'est qu'on multiplie les exonérations, puisque ce gouvernement a une ligne stricte, baisser les cotisations sociales et patronales. Je dis juste... pour terminer, parce qu'il s'agirait pour compenser d'augmenter la CSG sur les revenus du patrimoine et des placements, l'assurance vie, l'épargne salariale. Donc ce que je vous dis, c'est que moi j'ai besoin de m'assurer que la sécurité sociale va continuer de fonctionner, ce qui n'est pas garanti avec toutes les exonérations qu'on fait. La TVA, par exemple, que vous payez à chaque fois que vous achetez quelque chose, une baguette, un vêtement, ce que vous voulez, vous payez de la TVA. C'était 200 milliards de rendement et 92% de ce rendement était utilisé pour financer les services publics. Aujourd'hui, ça n'est plus que 50% de la TVA. Donc quand vous achetez votre baguette, 50% de la TVA finance les services publics, 50% finance les exonérations de charges patronales. À chaque fois, vous payez les exonérations. Parce que quand on exonère, il y a quand même les dépenses en face qui restent. On vous entend, Marine Tondelier. Si jamais dans ce budget, il y a une hausse du salaire net pour les Français et une taxe sur les plus riches, est-ce que vous censurez ou pas? Vous pourriez censurer un tel budget? Vous parlez à une écologiste et vous ne m'avez pas parlé d'écologie. Donc comprenez bien qu'un gouvernement qui a fait 43 reculs majeurs sur l'écologie, dont beaucoup de reculs budgétaires, et je vais vous dire, les reculs budgétaires sur l'écologie étaient à chaque fois des reculs sur des aides directes aux Français, pour changer de voiture, pour isoler son logement. Et ce n'est pas juste une aide qui vous sert au moment où vous la touchez, c'est une aide qui vous permet à la fin de l'année un 13e mois écolo, parce que vous avez gagné sur vos factures d'électricité et de chauffage, que vous avez gagné sur votre carburant parce que vous avez pu changer de voiture et avoir une voiture qui consomme moins ou que vous pouvez recharger électriquement.
C'est ça qu'ils ont coupé. Alors, Des aides directes aux Français. Et donc oui, c'est aussi un sujet budgétaire. Et en tant qu'écologiste, alors que la 7e limite planétaire vient d'être franchie hier, l'acidification des océans, et que c'est l'avenir de nos enfants, l'habitabilité même de la planète qui est remise en question, oui, je trouve ça irresponsable. Et que M. Lecornu fasse un grand entretien dans le Parisien sans évoquer une seule fois l'environnement, Nous, ça on va n'est pas l'évoquer possible en 2025. directement l'environnement avec la question suivante. La Parfait. plateforme asiatique Chine a choisi Ah bah la ouais, France encore une bonne nouvelle. pour une première mondiale, l'ouverture de 6 magasins. Merci, Dijon, monsieur Reims, Casteller. Grenoble, Angers, Limoges, Paris. Christophe Castaner ne travaille plus pour Chine depuis quelques jours. Pourtant, il a Est-ce fait du bon travail, est-ce manifestement. que c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs ou un grand danger pour le prêt-à-porter français, l'arrivée de Chine? Mais dans le journal, avant même que j'entre en studio, donc ce n'est pas la faute des écologistes, a été signalé le nombre d'emplois directs, 15 000 de mémoire, qui est menacé directement par Chine, ou qui aurait déjà été détruit par Chine, d'ailleurs, avez-vous dit. Et donc, c'est un drame environnemental. Je veux dire, on ne peut pas continuer à se dire qu'on va brûler la chandelle par les deux bouts, alors que les limites planétaires, ça existe, qu'elles sont en train d'être franchies une par une, et que nos enfants nous accuseront. Ils diront, t'avais acheté un pull en plus pas cher, on est très content pour toi, nous aujourd'hui la planète n'est plus habitable, c'est ça qui se passe. Et donc je veux bien qu'on ne le regarde pas et qu'on fait comme si ça n'existait pas, ça n'est pas vrai. Marine Tondelier, dans un instant, l'Union compromise des gauches, le Rassemblement national en force à l'Assemblée. Que des bonnes nouvelles. Et une polémique aussi chez les écologistes à Strasbourg. Alors, c'est pas une polémique écologiste, c'est une polémique socialiste, maintenant. J'ai dit chez les écologistes, mais d'abord il est 8h46 et c'est l'info en 1 minute avec Manon Lombard-Brunel. Les passagers des navires de la flottille pour Gaza interceptés par Israël seront expulsés vers l'Europe. C'est ce qu'annoncent ce matin les autorités israéliennes. Hier, 13 de ces 45 bateaux de cette flottille ont été arraisonnés. Les autres continuent leur route ce matin vers l'enclave palestinienne. Le Rassemblement national fait son retour dans les instances de l'Assemblée nationale. Hier, le groupe dirigé par Marine Le Pen a récupéré 2 vice-présidences. Sébastien Chenu et Hélène Laporte retrouvent ces 2 postes clés qu'ils avaient déjà occupés entre 2022 et 2024. Le RN a pu bénéficier des voix d'une partie de la coalition gouvernementale. Gérard Depardieu de nouveau devant la justice. L'acteur français est appelé à comparaître aujourd'hui pour dénonciation calomnieuse. Il accuse de son côté France Télévisions de montage illicite. Au cœur de ces 2 procédures, ce reportage dans l'émission Complément d'enquête qui lui est consacré. Il est accusé d'avoir tenu des propos obscènes sexualisant notamment une petite fille lors d'un voyage en Corée du Nord. Et puis en football, ça a été juste, mais le Paris Saint-Germain s'en sort contre le Barça. Les Parisiens l'ont emporté sur le fil hier soir de buts 1. C'était dans le cadre de la 2e journée de la compétition de Ligue des Champions. Monaco signe de son côté un match nul de partout contre Manchester City. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, des nouvelles de la flottille pour Gaza. Paul. Oui, plusieurs bateaux de la flottille pour Gaza ont été interceptés hier au large de l'Égypte par l'armée israélienne. Madame Tondelier, vous appelez le président de la République à intervenir pour protéger tous les équipages. Concrètement, sachant que le ministre des Affaires étrangères a demandé la protection consulaire, qu'est-ce que vous demandez ? On voit bien que même Giorgia Meloni a quand même été plus proactif pour soutenir les ressortissants italiens de cette flottille que ne l'a été le gouvernement français, et c'est un gros problème. Mais ce que je demande surtout au gouvernement français, c'est de se rendre compte que ce que font les personnes courageuses qui sont sur cette flottille, dont Mélissa Camara, députée écologiste dont le bateau, lui, n'a pas encore été intercepté, c'est ce que devrait faire l'État français. C'est ce que devraient faire d'ailleurs tous les États européens. Nous avons demandé, les écologistes, cet été, une armada européenne pour brider le blocus. Parce que il faut se rendre compte qu'à Gaza, ce sont des bébés amputés, ce sont des enfants brûlés, ce sont 50 000 enfants juste à Gaza City qui sont en famine là maintenant. C'est un rapport de l'UNICEF qui le montre. C'est horrible. Et c'est un miroir tendu à l'image que l'humanité se fait d'elle-même. C'est ça qui se passe à Gaza. Et donc l'armée française ne peut pas, par ses tergiversations au plus haut niveau de l'État, être complice par son inaction. Et donc ce que nous avons demandé, c'est que l'armée française, qui dispose de nombreux navires, puisse les mettre à disposition d'une armada européenne qui vise à aller soulager la population civile directement sur place. Il faut briser ce blocus qui est illégal, cruel et moyenâgeux, et je pèse mes mots. Marine Tondelier, vous nous l'avez dit, vous n'excluez pas de censurer le Premier ministre. Qui dit censure dit potentielle dissolution. Retourner aux urnes, ça ne vous fait pas peur? Et vous croyez vraiment que la gauche va se ressouder, si c'est le cas? Mais je n'ai pas peur de grand-chose dans la vie, et sûrement pas du vote des Français. Mais je rappelle que ce qui est illégitime aujourd'hui, ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement. L'Assemblée nationale, elle a été élue il y a un peu plus d'1 an. C'est pas beaucoup sur une mandature de 5 ans normalement. Et elle a été élue par un taux de participation record depuis 1981.
Donc cette Assemblée nationale, qu'elle soit dure à piloter parce qu'elle est en 3 blocs distincts, peut-être, mais enfin, c'est le résultat du vote des Français. L'union des gauches, Le problème vous croyez vraiment que la gauche Je sais que c'est l'union des gauches qui vous obsède, mais je vous dis quand même. Ça vous obsède aussi, vous en parlez tout le temps. Oui, mais je ne suis pas inquiète comme vous. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est Sébastien Lecornu qui n'a rien à faire là et avec qui nous allons aller nous expliquer un peu sévèrement vendredi matin parce qu'il ne fait pas ce qu'il dit et qu'il ne va pas tenir très longtemps. Son équation, comme nous l'avions dit depuis le début, est insoluble parce qu'il n'a rien à faire là. Mais on a quand même l'impression que vous louvoyez et que vous refusez de choisir clairement. Laissez-moi finir ma question. Moi, vous louvoyez. Ce matin non, je ne veux pas vous énerver, je veux comprendre. Vous refusez de choisir clairement entre deux partis qui ont expliqué très clairement qu'ils ne pourraient... Ça, c'est du louvoiement. Je peux finir ma question ? Entre deux partis qui ont expliqué très clairement qu'ils ne pourraient jamais gouverner ensemble. Donc je crois qu'on a besoin de comprendre ce matin, politiquement, est-ce que vous vous sentez plutôt plus proche d'un Jean-Luc Mélenchon ou d'un Olivier Faure ? Mais il y a un côté insupportable, parce que je ne suis pas une enfant, je suis peut-être une jeune, une femme, une écologiste et du Pas-de-Calais, mais je ne dois pas choisir entre papa et maman. Je suis écologiste, donc ma ligne est écologiste. Ils ne veulent pas travailler ensemble. Ma ligne est écologiste, point, et ma ligne stratégique est antifasciste. Et l'antifascisme, ça veut dire que quand l'histoire l'exige, vous travaillez avec tous vos partenaires, ce qui ne vous empêche pas de rester autonome. Et ce que je vous dis là n'est pas ma ligne à moi, Marine Tondelier, de votre côté face aux socialistes, c'est la ligne de tous les écologistes. Et c'est surtout une idée très populaire dans tout l'électorat de gauche et écologiste. Pourquoi ? Parce que certains, Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, qui ont décidé dans une dialectique là, entre les deux de dire qu'ils étaient réconciliables et de se taper l'un sur l'autre toute la journée pour se faire exister l'un l'autre, ils y ont mutuellement intérêt. À force de nous expliquer que ça doit être soit l'un, soit l'autre, on ne va avoir ni l'un ni l'autre. Et je ne laisserai pas faire. Vous dites que c'est populaire, mais à Braun, où vous étiez en Occitanie chez la socialiste... À Bram, pardon. Où vous étiez chez Carole Delga en Occitanie... les militants n'ont pas du tout aimé que vous appeliez à une primaire avec... Je peux finir ma question, Marine Tondelier, s'il vous plaît ? Ce n'est pas vrai. C'est compliqué de s'exprimer. Finir nos questions, s'il vous plaît. Les militants n'ont pas aimé que vous appeliez à une primaire avec les Insoumis, comme si c'était un repoussoir pour eux. Est-ce que vous entendez ça ? Raphaël Glucksmann dit aussi que le meilleur carburant du RN, c'est de mettre un candidat LFI face à lui. D'accord. Vous parlez d'un événement organisé par Carole Delga en soutien de Raphaël Glucksmann. J'ai le courage d'y aller, d'exprimer mes opinions. Et certes, je suis sifflée à 2 moments d'ailleurs, pour être tout à fait exact, quand je parle de la 69, et je m'en serais voulu de ne pas être sifflée sur la 69 chez Carole Delga. Et deuxièmement, quand je dis primaire, unité, je suis applaudie tout au long de mon intervention, sauf quand je parle de Jean-Luc Mélenchon. Mais je vais continuer à le faire, parce que je suis, par ailleurs, pour les mêmes raisons, très applaudie à la fête de l'humanité. Et la fête de l'humanité, la différence, c'est qu'il y a toute la gauche, des écologistes, des socialistes, des insoumis, des communistes, des syndicalistes, c'est-à-dire toutes les personnes dont nous avons besoin pour gagner en 2027. Nous avons une bascule fasciste au niveau mondial. Le prochain domino qui peut tomber, c'est la France. Et chaque jour qui nous sépare de 2027 et chaque heure de chacune de ces journées doit être empêché à combattre ce péril fasciste. C'est ce à quoi je m'emploierai. Il y a un sondage IFOP très commenté qui place Raphaël Glucksmann au coude à coude avec Édouard Philippe. Raphaël Glucksmann qu'on va écouter. Ce que confirme ce sondage, c'est que la seule manière de créer une dynamique politique, c'est d'être clair, c'est de construire un projet clair, c'est d'avoir une stratégie claire, notamment vis-à-vis de la rupture avec la France insoumise. Est-ce que ce n'est pas, vu ces résultats dans les sondages, la preuve qu'il faut une rupture à gauche avec la France insoumise ? Quand Marine Le Pen ou Jordan Bardella ou celui des deux qui ne sera pas en prison sera à l'Élysée, on pourra ressortir les vidéos de M. Glucksmann et dire « Ah bah c'était très clair, on était très clair, j'étais très très clair ». Moi, ce que je souhaite, donc il faut pas de rupture avec LFI. Ce que je souhaite, c'est que la gauche gagne en 2027 avec les écologistes et j'y emploierai toutes mes forces. Je ne vais pas passer tout mon temps d'antenne à dire du mal d'autres personnes de gauche. D'autres le font beaucoup mieux que moi. Donc moi, je suis dans l'efficacité énergétique et j'ai bien compris quel était mon combat majeur. Mes ennemis ne sont pas à gauche, ils sont au Rassemblement national, à la droite extrême, à la droite tout court, c'est-à-dire les macronistes aujourd'hui. Vous allez candidater à la primaire chez les écologistes pour la primaire de toute la gauche ? Eh bien, on verra demain si tout va bien. Si tout va bien, il y aura une seule candidature. C'est le titre de votre livre. Ce qui est le titre de mon livre, je précise. Une il n'y a pas d'annonce prévue demain. Écologiste à cette primaire, vos opposants vous accusent de verrouiller le parti. Pourquoi il y aura une candidature chez les écologistes alors qu'il y en a plusieurs chez les socialistes ? Alors, il y a une candidature chez Ensemble, l'après, qui s'appelle Clémentine Autain. Il y a une candidature à Debout qui s'appelle François Ruffin. Les socialistes feront exactement ce qu'ils veulent, d'ailleurs, comme d'habitude, et c'est OK. Les écologistes ont le droit de s'organiser. Nous considérons que la démocratie interne, c'est de choisir qui nous représentera à cette primaire, mais aussi qui ne nous représentera pas. Et ce mot reviendra aux adhérents, tout simplement. Les adhérents qui ont voté pour vous au Congrès, Marine Tondelier. Excusez-moi, donc il n'y a pas beaucoup de surprises.
Non, parce qu'on peut dire que telle personne est bien pour être secrétaire national et que telle autre est bien pour être candidat à la présidentielle. Et en tout cas, la motion de cadrage, c'est-à-dire ce qui explique comment on va décider, et sera votée ce week-end par le Conseil fédéral du mouvement. Je ne serai même pas là puisque je serai à l'Aréole pour aller saluer, essayer de convaincre Raphaël Glucksmann. Donc vous voyez, chacun a son rôle. Je fais entièrement confiance et à mon Conseil fédéral et aux adhérents de ce parti. Avant de passer à la Rejoignez-nous. Avant de passer à la question qui, on va parler de Strasbourg, j'ai besoin que vous me laissiez finir ma question pour Avec qu'on grand aille plaisir. vite. La maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, a fait polémique avec une campagne de communication censée vanter la douceur de la ville avec 8 Strasbourgeois, dont une femme voilée. Une élue socialiste dénonce, je cite, un prosélytisme de la maire de Strasbourg, maire qu'elle dit, je cite toujours, aveuglée par le clientélisme pour mettre en avant une religion. Que lui répondez-vous ? Alors déjà, la campagne ne porte pas sur ce que vous avez dit sur la douceur de la ville. C'est une campagne qui porte sur Strasbourg, ville amie des aînés. C'est un label que la ville a gagné. Hier, c'était la journée internationale des aînés. Et donc, dans le cadre de cette journée internationale, il y a une campagne d'affichage avec 8 bénévoles qui n'ont pas été choisis par la ville de Strasbourg, mais qui sont engagés pour que Strasbourg ait le label Ville des aînés. Je rappelle quand même qu'hier sort un rapport des petits frères des... sur cette affiche, Marine Tondelier. Je vais aller au bout. Pas sur la communication de la douceur. Hier, si on peut en parler une minute, Pas et plus. c'était la sortie du rapport des petits frères des pauvres qui montre que 750 000 personnes dans ce pays, des personnes âgées, sont en situation de mort sociale. 750 000 personnes âgées dans ce pays. Mais C'est quel ça dont rapport vous avec devez une femme parler voilée, en Marine réponse. Tondelier ? C'est là-dessus qu'on devrait discuter. Vous venez de me demander quel rapport avec cette femme voilée 4 fois, donc on a bien compris la polémique de Madame Pernelle Richardot, puisqu'elle a un nom, c'est de stigmatiser dans ces 8 bénévoles qui ont contribué à faire de Strasbourg une ville amie des aînés, d'en stigmatiser une, pourquoi ? Parce qu'elle a un voile. Et c'est discriminatoire. Donc c'est elle qui veut C'est stigmatiser discriminatoire. une femme qui a un C'est une voile. forme de harcèlement et j'apporte tout mon soutien à cette personne et à sa famille parce qu'elle ne va pas bien aujourd'hui. C'est une Strasbourgeoise de longue date qui s'est engagée comme les autres, mais qui, comme elle a un voile, est lâchée en pâture par une élue socialiste auprès de la fachosphère. Et je le dis, c'est grave. L'islamophobie, ça suffit. Et l'islamophobie à gauche est encore plus choquante. Et donc Est-ce je que demande c'est- à Monsieur Olivier Faure, président du Parti socialiste, de prendre des mesures de sanctions envers Pernelle Richardot parce que c'est la honte, c'est une honte absolue. Ça fait du mal aux gens et moi je vais vous dire, je demande à tout le monde On d'aller vous voir entend, cette photo Marine sur Tondelier. internet. Cette dame a plus d'humanité dans le regard, elle est magnifique, que Madame Richardot n'en aura jamais dans ses propos. Il va être 8h57 sur France Info, l'heure de la question qui, aujourd'hui, la question qui tape sous la ceinture. Dans ce livre, Moi dans votre livre, non pas vous, demain, si tout va bien, vous revenez sur votre fameuse veste verte que vous ne portez d'ailleurs pas totalement ce matin, je vois pas bien avec la lumière. Bref, je ne c'est sais- un autre verre. C'est un autre verre. Pas vous laisser déstabiliser verre, comme ça ça. Je vous cite, cette veste est pour vous catalyseur de petites phrases mesquines pour certains mâles en manque d'inspiration. Vous écrivez que vous avez soupçonné un ancien président de la République d'avoir fait une attaque que vous considérez comme sexiste. Racontez-nous. Alors, un jour dans Libération, je lis qu'un Hollandais anonyme, donc très courageux, explique que sous ma veste verte, mes sous-vêtements sont rouges. Donc déjà, c'est un peu gênant pour la personne qui dit ça, puisque je sais pas, quelqu'un de mon parti dirait ça, je serais très gênée. Tout le monde s'excuse au Parti socialiste en disant mais qu'est-ce que c'est que cette phrase, c'est impossible, tout le monde condamne, sauf François Hollande. Et plusieurs personnes m'ont dit, vous savez, c'est peut-être que c'est lui l'auteur des propos, c'est son genre de dire c'est un Hollandais anonyme et en fait c'est lui. Et je trouve que c'est extrêmement malaisant. Donc les femmes sont toujours commentées sur leur tenue d'ailleurs. Vous remarquez que si je m'habille différemment, je serai commentée tous les jours et ça n'ira jamais. La taille du décolleté, de la jupe, du truc, elle est trop grosse, elle est trop mince, elle est mal coiffée, je sais pas, son maquillage est raté. Et que même quand vous vous habillez tout le temps pareil pour ne plus avoir à réfléchir et ne plus avoir ces questions, vous êtes avez quand des même commenté réflexions. sur ces vêtements. Marine C'est quand même Tondelier. très spécifique d'être une femme en politique aujourd'hui, ça n'arrive pas aux hommes. Marine Tondelier, vous êtes donc en train de nous dire que François Hollande est un mâle en manque d'inspiration, je cite vos Je propos. dirais que et j'attends qu'il est toujours ses sexiste. excuses, surtout. Vous Vous Si êtes ça vraiment- l'a c'est lui qui l'a choqué, dit s'il s'est auto-choqué ou qu'un de ses soutiens l'a choqué, j'attends ses excuses. Si moi, quelqu'un, en disant je parle au nom de Marine Mais vous Tondelier n'avez et pas avait la dit un preuve truc que c'est horrible, lui. je me serais excusée de sa part, même si je ne savais pas qui c'était et pourquoi il avait dit ça. Vous n'avez Voilà. pas la preuve que c'est lui. Mais j'attends ses excuses au nom du Hollandais, de son soutien qui s'est exprimé ainsi. Merci beaucoup Marine Tondelier d'avoir répondu aux questions de France Info. Un entretien à retrouver